attraction et répulsion, ce sont deux mots qui sont de sens contraire. C'est ce qu'on appelle des antonymes en linguistique, en grammaire. Mais en fait, il y a antonyme et antonyme. C'est-à-dire qu'il y a toute une liste d'antonymes du genre, du genre affirmation-négation, amour-haine, ordre, désordre. Alors que quand on dit ordre et désordre, dans la forme du mot, on voit tout de suite que désordre, c'est le contraire de ordre. Mais par exemple, je sais pas, haine et amour, c'est pas du tout pareil. Amour, on voit rien dans amour et haine qui montre que haine soit le contraire de amour. Et ça s'explique, puisque amour, c'est un mot d'origine latine, amor, d'accord, on voit bien, mais haine, ah non, c'est un mot d'origine germanique, et là, ça se comprend, bon, c'est un autre mot qui n'a plus rien à voir, et donc, bon, ça. Et puis, quand on prend joie et peine, on se dit, oui, mais alors là, c'est quand même du latin, et pourtant, dans joie et peine, on ne voit rien, on ne voit pas que l'un est le contraire de l'autre, que l'un est le... Bon. Alors évidemment, on peut aller un petit peu plus loin en cherchant la racine indo-européenne. Pour joie, on a gao, qui veut dire se réjouir, d'accord. Mais peine, l'autre racine, c'est le latin poena, qui exprime bien sûr aujourd'hui le chagrin, la peine, mais pas au début. Au début, le mot peine avait un autre sens, puisque la racine signifiait payer. Payer, c'est-à-dire que c'était l'amende qu'il fallait verser pour un crime ou pour quelque chose, une faute que l'on avait faite. Mais alors maintenant, qu'en est-il des antonymes entre attraction et répulsion? Eh bien justement, attraction et répulsion n'ont rien à voir du point de vue de leur origine. Ce sont des antonymes... Aujourd'hui, c'est sémantique, ça n'est pas formel, ça ne se voit pas dans la langue. D'où vient attraction? Attraction est dérivée du verbe latin ad traere, on voit bien tirer vers soi. Donc traere, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce verbe traere? On ne le connaît pas. Mais si, vous savez l'anglais. Qu'est-ce que c'est que to draw? To draw, c'est le même, c'est la même racine que traere, latin, tirer. Ce terme apparaît déjà en français au XIIIe siècle. Mais en fait, ce n'est qu'à partir de la parution française au milieu du XVIIIe siècle des Principia de Newton sur l'attraction universelle que le mot s'est répandu en français. Son antonyme, répulsion, est aussi un emprunt au latin, dérivé de repellere, repousser, écarter, où le préfixe ré indique le mouvement vers l'arrière, comme dans le français régression ou récapitulation. Alors évidemment, je n'aurai pas l'outrecuidance de parler d'attraction et répulsion dans les sciences qui nous réunissent aujourd'hui, et prudemment, je m'en tiendrai à la linguistique, c'est-à-dire à l'histoire de la langue française, dans la prononciation, dans la grammaire et dans le lexique. Et je commencerai par une petite indication terminologique, car nous, pour toutes les modifications qui peuvent se produire au cours du temps dans la langue, dans la prononciation en tout cas, les linguistes n'utilisent pas les termes attraction et répulsion, mais assimilation et dissimilation, qu'ils accompagnent souvent et nécessairement d'autres termes techniques plus spécialisés. Alors je vais vous en donner un que je vais prolonger un petit peu, mais il faudra faire attention car ce terme n'a pas tout à fait le même sens, je crois, en mathématiques, en chimie et en linguistique. Pour nous, ce terme, c'est le terme métathèse. Métathèse, qui est un mot qui vient du grec, métathésis, qui signifie déplacement,
qui signifie changement, qui signifie permutation. Et je crois que c'est le sens que ça a en chimie, etc. Et ça implique en fait qu'il y a deux notions et qui peut s'appliquer, selon les cas, tour à tour à des phénomènes d'attraction et de répulsion. Alors, qu'est-ce que c'est que cette métathèse dans les langues, dans notre langue française? En phonétique historique, métathèse désigne dans un même mot la permutation, ou plus généralement simplement le déplacement d'un son. Nous disons phonème, mais je ne vais pas utiliser ce terme-là, c'est notre jargon. Donc on va aller de là vers une autre partie du mot. Mais alors là, attention, il va falloir nuancer, car cette modification ne se produit pas pour tous les phonèmes, ni dans tous les mots. Alors il faudra faire attention, car en sciences humaines, les règles que l'on donne ne sont valables que pour une communauté donnée et à une époque donnée, ce qui n'est pas le cas pour la physique ou l'astrophysique. La métathèse la plus connue en français est celle qui a donné naissance au mot fromage. Fromage, dans fromage, vous ne le voyez pas, mais il y a eu une métathèse. Il y a eu le déplacement d'une consonne, et cette consonne, c'est la consonne R, car en latin, c'était formaticus, forma. On voit la forme, et donc on aurait dû dire formage, mais on dit fromage, c'est-à-dire le R s'est déplacé, il y a eu métathèse du R, attirance vers le début du mot. Donc le mot formaticus, c'était caesus formaticus, il y avait le mot fromage devant, parce que formaticus, ça veut dire qui est formé. C'est bien ça, le fromage, c'est bien ça, c'est mis dans des formes, c'est moulé. C'est moulé, et donc, voilà. Donc, le latin classique a été oublié, caesus. Il est resté en italien, cacio, qui est en italien le synonyme de formaggio. Mais formaggio, eux, ils ont gardé le R dans forma, formaggio. Bon, nous non. En espagnol aussi, ils ont queso, qui est resté, qui est la forme latine. Donc, on a là une métathèse qui s'explique, qui s'explique pas très bien, en vrai dire, mais c'est comme ça, c'est la réflexion que l'on peut faire, la constatation que l'on peut faire. Alors, la forme, ce qu'il faut savoir, que cette métathèse, elle n'a pas été immédiate. C'est-à-dire qu'au XIIe siècle, on a eu formage et non pas fromage. Et d'ailleurs, encore de nos jours, on a des formes avec le R à sa place, si j'ose dire, à sa place ancienne, dans la fourme d'Ambert. La fourme, c'est le fromage d'Ambert, tout bêtement. Voilà. Alors là, on voit que la métathèse n'est pas toujours une fatalité. Et d'ailleurs, il y a eu des allers et retours. Comme par exemple, dans les autres langues romanes, le français a connu dès la fin du Moyen-Âge, et surtout à la Renaissance, une volonté constante de relatiniser la langue, de relatiniser le lexique. Ainsi, le latin classique crocodilus avait subi en latin tardif la métathèse du R, donc déplacement, en devenant cocodrilus. Et cocodrilus avait abouti, en ancien français, à cocodrille, au XIIe siècle, à cocodrillo en italien, à cocodrillo en espagnol. Mais, alors que ces mots avec métathèse se sont maintenus en italien et en espagnol, où c'est toujours cocodrillo, en français, pas du tout. Au XVIe siècle, on était des amoureux du latin, et donc on a dit il faut absolument relatiniser, et on a redit cocodrille, qui était plus en accord avec le latin classique. Voilà. Mais là encore,
ne nous hâtons pas de généraliser. La relatinisation n'a pas touché tous les mots du français. D'autres mots témoignent au contraire, tout comme fromage, du maintien de la métathèse en français contemporain. Alors, premier exemple, il va vous satisfaire parce que ça va, enfin, c'est clair, c'est clair. La brebis, par exemple, brebis dans brebis, eh bien, il faut partir du latin vervex, qui est devenu ensuite berbex. Berbex est devenu berbi, burbi, au XIe siècle. Mais c'est brebis, avec la métathèse, du R, passé en première syllabe, que l'on trouve en français à partir du XIIIe siècle et jusqu'à nos jours. Alors là, vous êtes d'accord, ça ne vous gêne pas trop, puisque c'est le même cas que fromage. Je vais en donner un autre, vous n'allez pas y croire. Alors l'autre, c'est celui de la brouette. Dans brouette, il y a eu aussi une métathèse. Et quand je vais vous dire l'origine, c'est-à-dire les timons, le latin, d'où vient le mot brouette, vous n'allez pas y croire. Je vais vous dire que ça vient de birota. Birota, bi de rota, roue, de roue. Et vous allez me dire, ça ne va pas. C'est pas possible. Une brouette, ça n'a qu'une roue. Eh bien non. La brouette, au début, avait deux roues. Et ça n'est qu'à partir du XVIIe siècle qu'en français, la brouette n'a eu qu'une roue. Donc, maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Vous me croyez. Et je vais continuer avec... Non, pardon, avant de continuer, je voudrais vous dire que tout de même, le berouette, il existe encore. Il existe par exemple en Pays Gallo, c'est-à-dire en Bretagne romane, on dit la berouette, on ne dit pas la brouette. Et en Bourgogne également. Mais en français commun, nous dirons, en français classique, enfin en français normatif, voilà, on va dire, on va garder la métathèse brouette. Et c'est cette même évolution qu'on va trouver dans beaucoup d'autres mots. Alors, je vous en donne quelques-uns. Le verbe tremper, par exemple, eh bien, il vient du verbe latin temperare, et on devrait dire temprer. Et temprer, on le retrouve au Moyen-Âge, mais pas maintenant. Et maintenant, l'évolution a fait que c'est tremper qui est resté avec la métathèse. Autre exemple, on en a vraiment plusieurs, mais ce que je voudrais montrer, peut-être que vous l'avez remarqué, je vous ai pris surtout des exemples avec des R. Eh bien, ça ne surprend pas les linguistes que ce soit le R, car le R est une consonne tout à fait extraordinaire en français, c'est celle qui a le plus changé, et c'est celle qui a le plus changé de place. Elle a changé de forme et elle a changé de place. Alors, je vais vous donner des exemples. Donc, on va voir que, par exemple, le R a eu tendance à interférer avec deux autres consonnes, le L et le N. Alors, bon, bien sûr, vous allez me dire, mais rien à voir. L et N, oui. Ah ben oui. L, la pointe de la langue est contre les dents, c'est vrai. Le N aussi, contre la dent. Contre les dents, mais il y a un peu d'air qui passe par le nez. D'accord. Mais le R, pas du tout. Le R, comment est-ce que je suis en train de le prononcer? Je le prononce avec la luette, au fond de la gorge. Et alors? Ça ne va pas. Sauf si on connaît, si on est linguiste et qu'on prend cet argument pour dire « mais c'est formidable, mais c'est extraordinaire cette idée-là, que ça se confonde. Mais pourquoi ça se confondait? Ça s'est confondu, mais parce que c'est les mêmes points d'articulation et que ça prouve qu'en français, enfin en latin, disons, c'est-à-dire à l'origine en français, le R ne se prononçait pas avec la luette, il se prononçait avec la pointe de la langue. C'est ce qu'on appelle le R roulé, hein, le R que l'on retrouve en Bourgogne, par exemple, dans certaines régions de France, ou que l'on retrouve en italien, en espagnol. Donc, pointe de la langue. Qu'est-ce que c'est que le R, ce R-là, ce R-là? Eh bien, c'est une apicale, apex latin, pointe de la langue, apicale, vibrante, avec vibration des cordes vocales.
Le L, c'est donc une apicale aussi, mais elle est latérale parce que l'air passe par les côtés de la langue. Et N, c'est une apicale également, mais nasale parce que l'air passe par le nez. Tout ça, ça prouve que c'était bien, c'est formidable pour nous. C'est une aubaine finalement qu'il y ait eu ces modifications qui nous permettent de comprendre comment la langue était différente et pourquoi il y a eu ces confusions. Ces confusions parce que c'était au même endroit de la bouche que ça se passait et que par commodité, par paresse, on a prononcé autrement. Alors je vous donne quelques exemples avec des modifications entre L et R. Pèlerin, par exemple, vient du latin peregrinum. Peregrinum. Donc, 2 fois R. C'est comme s'il y avait une espèce de répulsion à prononcer 2 fois le même son. Donc, on a dit pèlerin et non pas pèrerin. Et pèrerin, on le trouve en ancien français. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu des étapes par lesquelles, simplement, il faut essayer de retrouver l'ancien français pour pouvoir voir ces étapes et pour pouvoir comprendre pourquoi. Parce que ça a l'air tellement mystérieux, cette histoire. Flairer vient de fragrare, 2 fois R. On devrait dire frairer. Eh bien non, on dit flairer. De même, frileux vient de frigorosou, avec 2 fois R, même histoire. Écartelé, alors écartelé, on se dit, mais d'où ça, il n'y a pas de latin là-dedans. Si, ça vient de quartier, écartelé, ça signifiait brisé en 4 parties. Donc voilà, on a le 4 qui est là. Donc écartelé, c'était écarteré, et c'est devenu écartelé par répulsion, nous dirons. Ensorcelé, la même chose, ça vient de sorcier, et la première forme trouvée en français, c'était ensorceler et non pas ensorceler. Et réciproquement, un R au lieu du L, dans hurler, en latin c'était ululare, donc 2 fois L, donc on en a passé un au R, et rossignol, le rossignol, ça aurait dû être le lossignol, du latin populaire lucignolum. Donc voilà, c'est des chemins un petit peu compliqués qui vont se produire quelquefois quand le mot vient d'un petit peu plus loin. Par exemple, quand un mot vient du grec. Alors là, le grec, pour le mot réglis, il est intéressant, mais il est un peu difficile à comprendre parce que ça vient du grec gligoriza. Donc le et re. Enfin, c'était un re à l'époque, bien entendu. Étymologiquement, ça signifiait la racine douce. On retrouve le glucose, vous voyez, dans glyco. Donc ça a d'abord été emprunté en latin tardif, sous la forme liquoritia, et ça a abouti en ancien français à licores. Si ce mot est devenu au XIIIe siècle ricolis, tout ça, on a des attestations, on n'invente pas. Hein. Attention, les linguistes ne sont pas des gens qui inventent. Hein. Il faut qu'on ait des attestations pour vous raconter cette histoire. Et cette fois, avec interversion du R et du L. Et voilà encore une métathèse pour aboutir à Réglis aujourd'hui et définitivement à partir de 1393. Les échanges de R et N ont été moins nombreux, mais quand même, je vais vous en donner 2 exemples. Niveau, le niveau, eh bien, ça aurait dû être le livau, et ça a été le livel au Moyen-Âge, avec un L comme en latin, livellum. Et la quenouille, c'était en latin colucula, 2 fois L. L'orphelin, la même chose, du latin orphanum, d'orphanus si vous voulez, par le latin classique orphaninum, petit orphelin, et ça a d'abord été orphelin, puis orphelin aujourd'hui. Donc, tout se passe comme si on voulait éviter la répétition de la même consonne dans 2 syllabes successives.
ce qu'on pourrait appeler, dans le vocabulaire qui est aujourd'hui à la mode, aujourd'hui même, répulsion. Et un dernier exemple de métathèse, mais celui-là, il est vraiment, vraiment isolé, c'est le seul dont ce ne soit pas des consonnes comme R et L et N qui se ressemblaient autrefois, mais de consonnes qui n'ont rien à voir entre elles, puisque l'une est apicale, pointe de la langue, l'autre est vélaire, voile du palais. T et K, qui ont été intervertis. Alors, quel mot? Eh bien, le mot moustique. Moustique, on devrait dire mousquite. Pourquoi? Parce que c'est un emprunt à l'espagnol, mosquito, et pas mostico. Donc, voilà encore un exemple. Voilà pour la prononciation. J'aurais pu vous en donner des tas d'autres, mais pas question d'insister, car on n'a que 3/4 d'heure. Maintenant, un peu de grammaire. Alors, pour la grammaire, il va falloir, pouvoir repérer ces phénomènes d'attraction et de répulsion, il faut rappeler, il faut les replacer, ces phénomènes, dans le cadre de quelques règles d'emploi propres à la langue française, avec leurs exceptions significatives. On sait que l'article indéfini, 1, du français, provoque un phénomène d'attraction en présence d'un nom commençant par une voyelle. On dit un camion ou un crayon, sans prononcer la consonne N, mais la nasalité est déjà dans la voyelle. Mais on dit un enfant, on dit un avion, j'insiste un peu pour le N, un étang, en prononçant le N comme s'il faisait partie du mot suivant. Pourtant, dans tous ces cas, la forme définitive du nom lui-même n'en a pas été affectée. Et elle est restée inchangée à l'écrit. Or, il existe des exceptions, où la forme définitive du mot s'est trouvée modifiée. Le nombril, par exemple, nombril, vient du latin umbiliculus. Il avait d'abord abouti à ombril, ce qui entraînait, avec l'article devant, un nombril. Avec le N de l'article indéfini, on, un, prononcé devant la voyelle suivante. Et c'est avec l'article indéfini agglutiné, cette fois, au nom suivant, disons, que le nombril est entré dans les dictionnaires à la lettre N et non pas à la lettre O. Et on a la même agglutination, mais cette fois avec l'article défini, le. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on prononçait le R avec la luette aujourd'hui, que je le prononce avec la luette, la vibration de la luette. Eh bien là, c'était le mot luette. Le mot luette vient de uvula, latin, d'uvula, qui veut dire petit raisin, uva, les raisins, uvula, petit raisin, uvula, parce que ça a une forme de petit raisin. Et voilà l'article qui s'est agglutiné, et aujourd'hui on ne dit pas la huette, on dit la luette. On ne dit pas l'apostrophe huette, disons, mais on dit la luette. La même chose avec la licorne. Licorne, c'est quoi une licorne? Ben, c'est une bête avec une seule corne. Et ça vient du latin unicornus, une bête avec une seule corne. Et d'ailleurs, au début, on disait unicorne. Pardon. Une unicorne, si j'ose dire. On disait une unicorne. Donc, on a eu un seul mot au XIIe siècle, et on a pris, par erreur, le début de ce mot pour l'article indéfini. C'est-à-dire qu'on a pensé que c'était une icorne. Une icorne. Donc, on s'est dit, le mot, c'est icorne. Et donc, avec l'article défini, licorne, l'apostrophe icorne,
Et ensuite, on a écrit licorne d'un coup. Et aujourd'hui, c'est la licorne et non pas. Et d'ailleurs, dans les autres langues, c'est unicorn, par exemple, en anglais. Voilà. Même aventure pour d'autres mots de la langue. Par exemple, le lierre, on devrait dire lierre, L apostrophe hier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de L en latin. En latin, c'était edera avec un H qui ne s'est jamais prononcé en latin, enfin pas, qui au moment où il est passé en français ne se prononçait pas, et donc avait d'abord évolué sous la forme èdre, sans rien devant, disons, au Xe siècle, puis hier, et par la suite, on l'a fait précéder de l'article défini, on l'a prononcé L apostrophe hier, et enfin, par agglutination de l'article, le lierre, qui est la forme actuelle dans tous nos textes. Et pour nous, c'est la bonne forme, hein, c'est la forme normative. Et c'est la même chose qui s'est produite avec la préposition de. On a pu aussi avoir des agglutinations du même type. Par exemple, la dinde, à l'origine, c'est la poule d'Inde, D apostrophe Inde. Comme vous savez, cette Inde-là, ça n'est pas l'Inde actuelle, c'est l'Amérique, n'est-ce pas? Donc la poule d'Inde deviendra la dinde. Et d'ailleurs, vous savez peut-être pas que la dinde avait été choisie au moment de la Révolution française comme symbole de l'Amérique, et non pas l'aigle. Mais c'est finalement l'aigle qui l'a emporté. Et ce phénomène d'agglutination va se manifester jusque dans les noms propres. La ville de Lorient, dans le Morbihan, d'où ça vient ça? Ben, elle doit son nom au chantier de Lorient, L apostrophe Orient, que la Compagnie française des Indes orientales y avait installé en 1664. Autre exemple, la ville de Dax, dans les Landes, avait pour nom latin Civitas Aquensis, et le Aquensis, c'était d'abord abrégé en Axe, parce que comme vous savez, en français, on aime bien abréger, donc Axe, puis ville de Axe, des apostrophes Axe, et finalement, par agglutination fautive, bien sûr, de la préposition ville de Dax. Ce sont bien là des phénomènes d'attraction. Mais la grammaire française offre aussi de bons exemples de répulsion. Et là, ça se passe avec le H dit aspiré. Alors d'abord un mot sur cette histoire de H aspiré. C'est complètement idiot de parler de H aspiré. Pourquoi? Parce que le H n'est pas une consonne aspirée. Un H, c'est une consonne expirée dans les langues où il y a des H. Un H, ce n'est pas... On n'aspire pas l'air, on repousse l'air. Donc H aspiré, ça ne veut rien dire en français. Déjà, petite erreur, disons, erreur de notation du français. Mais qu'est-ce que c'est que cet H aspiré? En fait, ce n'est pas un H du tout. Ce n'est pas du tout un H. Ce n'est pas une consonne prononcée. C'est seulement un signe purement graphique qui indique l'impossibilité, la répulsion, hein, l'impossibilité de l'élision et de la liaison. Donc, de répulsion, bien sûr, en présence d'un certain nombre de mots, un grand nombre de mots, comme hameçon, hanche, hareng, être, héron, onir, hôte, hublot, hutte, et il y en a beaucoup d'autres. Alors vous allez me dire, mais alors quoi? Comment faire? Comment faire pour savoir que le H est dit aspiré, c'est-à-dire pas d'élision et pas de liaison? Comment faire pour savoir? Alors on prend le dictionnaire et on cherche.
Mais moi, je vous donne un petit truc, je vais vous le dire. Eh bien, ce sont des mots, en général, d'origine germanique et non pas latine. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais parce que les mots en H du latin, ils ont gardé la possibilité de l'élision et de la liaison. On dit l'homme, les hommes. On dit un honneur, les honneurs. Autrement dit, c'est du latin. Et le latin, pas de problème avec le latin. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec le germanique? Parce que quand les Germains sont arrivés, c'est-à-dire plutôt les Francs, enfin nous avons eu surtout une majorité de Francs chez nous. On a eu quelques Burgondes, on a eu quelques Visigoths, on a eu quelques Alamans, mais bon, c'était pas... En fait, on a eu surtout des Francs. Et ces Francs, ils avaient une langue germanique où le H était prononcé. Et le H a servi presque de protection au mot suivant. Vous voyez, les autres, dans les autres cas, dans les cas d'agglutination, il n'était pas protégé. Le début du mot n'était pas protégé quand il était avec une voyelle. Mais là, il a été protégé par la prononciation germanique. Alors évidemment, on se dit, pourquoi tant de germanique? Eh bien, tant de germanique parce que le français, c'est une langue latine, c'est vrai, mais qui a été très influencée pour son vocabulaire et pour sa prononciation, dans ce cas-là, par le germanique, par les Francs, qui sont arrivés en masse à partir, disons, du 5e, on dit toujours 5e siècle, mais c'était un petit peu avant aussi, et qui ont beaucoup modifié l'allure et le nombre de mots français venus d'ailleurs que du latin. Donc tout ça, c'est l'importance du germanique dans la langue française. On dit souvent que, enfin je dis que la langue française est une langue, c'est la langue la plus germanique dans son lexique des langues romanes, des langues venues du latin. De même qu'on peut dire que la langue anglaise est la langue germanique la plus proche du latin parmi les langues germaniques. Autrement dit, vous voyez, il y a une espèce de parallèle que l'on peut faire. Et dans le lexique, maintenant, on voit qu'on est arrivé dans le lexique. Et dans le lexique, on peut avoir une très grande quantité de vocabulaire qui permet de voir qu'il y a des modifications auxquelles on ne s'attend pas. Et il faut faire attention quand on commence à faire de l'étymologie, parce qu'on fait de l'étymologie dite populaire, c'est-à-dire qu'on est tellement content de voir qu'un mot vient d'un autre mot, qu'on va dire, bah oui, bien sûr, c'est évident, ben, il y a tel mot, il y a telle forme, eh ben, c'est bien ça. Et je vais me permettre, en conclusion, au lieu de vous donner une série de mots, mais peut-être que ça viendra s'il y a des questions qui vont être posées, je vous donne le mot choucroute. Et je vous dis que dans choucroute, il y a quelque chose avec une espèce d'inversion. Et dans choucroute, d'après vous, choucroute, ben, il y a le chou. Et dans choucroute, il y a chou. Mais où est le chou? Est-ce qu'il est dans chou ou dans croûte? Il n'est pas dans chou. Il est dans croûte. Et il est dans croûte. Pourquoi? Alors on revient au germanique. Mais là, ce n'est plus le germanique, ce n'est plus le franc, le francique. C'est la langue des Alamans, la langue alsacienne, la langue qui a donné naissance à l'alsacien, car choucroute, ça vient de l'alsacien Sauerkraut, sour qui veut dire aigre, et croûte qui veut dire chou. Vous connaissez le mot allemand, Kraut, qui est également le chou. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu attirance, disons? Eh bien, c'est que si le S de sourd est devenu un ch en français, eh bien, c'est certainement
par attraction du mot chou en français. Et là, si on dit que c'est chou, ben on dit non, ça ne va pas. C'est une étymologie populaire. Bon, donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais mettre un point final à cet exposé pour laisser peut-être un peu de place pour des questions si vous le voulez, parce que je n'ai pas passé tout mon temps. J'ai encore 10 minutes, hein, voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que même s'ils sont un peu dissimulés, à première vue, les phénomènes d'attraction et de répulsion dans la langue française, ils sont abondamment représentés, aussi bien en phonétique qu'en grammaire et en lexique. Pour les découvrir, il suffisait de creuser un peu plus loin dans l'histoire de la langue française. Voilà, j'ai fini et c'est à vous de me poser des questions si vous le voulez. J'espère que je saurai y répondre.